Bonjour, cher Stéphane Rosès. Bonjour, cher Georges Lamotte. Tu as une magnifique veste couleur prune, très, très, très belle. Je suis à la campagne et habillé comme mes voisins. Donc je disais que, on va aborder avec toi plusieurs aspects que tu vas mettre en relation. Donc d'abord, on s'est félicités tous et réjouis de la libération, de Boualem Sansal, sachant qu'un autre journaliste, heu, Monsieur Glaise est toujours prisonnier en Algérie. Donc Boualem Sansal a été libéré, c'est une bonne chose. Il va pouvoir se soigner et puis il a l'air d'avoir bonne humeur. Hein, cette année de prison n'a pas entamé sa légendaire bonne humeur et on peut dire que c'est un vrai stoïcien. Et on va parler aussi du 13 novembre, donc les commémorations de ce tragique quadruple attentat à Paris, et enfin de Mamdani. Alors, Boualem Sansal. L'émotion, la joie, euh, euh, tu l'as dit, à Moalem Sansal mobilisé, la présidente du comité de soutien international, Noël Lenoir, a échangé hier avec lui. Il est impatient de revenir, de retrouver tous ceux qui l'ont soutenu, et ils sont nombreux, nombreux en Allemagne, très nombreux en France, nombreux en Europe, dans le monde, en Amérique latine, au Maghreb, dans le comité de soutien non-suet. Il y a des prix Nobel, au fond, le comité s'appelle comité de soutien à Boualem Sansal et pas seulement comité de libération de Boualem Sansal. Ça veut donc dire que le comité va accompagner Boualem Sansal dans son combat pour les libertés. Et tu as eu raison de rappeler le sort du journaliste Christophe Blaise, emprisonné 5 mois avant Boualem Sansal, dont malheureusement peu de gens parlaient. C'est la cause de Boualem Sansal qui a appelé la cause de Christophe Blaise. Il faut qu'il soit libéré, et c'est la preuve que seule la mobilisation de la société civile parallèle aux efforts diplomatiques permet de mettre la pression pour sortir nos otages de l'impasse. Ainsi, en Iran, nos otages ont été sortis de prison, aussi parce que le gouvernement avait parlé français d'otages d'État. Il l'a pas fait, s'agissant de Boualem Sansal et de Christophe Blaise, mais le comité a, contre vents et marées, fait son travail, et donc il faut que Christophe Blaise sorte le plus vite possible, et le comité et tous ceux au-delà du comité, il n'y a pas eu que le comité qui s'est mobilisé, mais tous ceux qui ont soutenu Boualem Sansal sont impatients de son retour. Il doit terminer les derniers examens de santé. On n'a pas énormément d'informations à ce propos, mais son moral n'est pas entamé, et c'est l'essentiel.
Bah, en tout cas, on s'en réjouit, tous, voilà, c'est une belle nouvelle pour lui et ses amis, et effectivement, comme tu le disais, qu'il puisse se soigner. On En tout cas ici, moi-même j'ai écrit un article, un petit peu regretté qu'il faille passer par l'Allemagne, mais bon, c'est l'état de la diplomatie française, c'est comme ça. Hem, Oui, Georges, tu as été un des animateurs importants du comité et toi et tes amis, vous nous avez donné, notamment, une aide importante lors de la première manifestation du comité dans un théâtre parisien. Il a fallu organiser ça très rapidement et vous nous avez donné aussi une aide très importante lors du grand rassemblement devant l'Assemblée nationale où, les les députés, parlementaires, sénateurs de droite, de Ministre. gauche, ministres, heu, l'URN, hem, bref, tous ceux qui étaient là étaient les bienvenus. Heu, bon, certains n'étaient pas là, certains, les filles ont même voté contre la libération de Boualem Sansal, mais la philosophie du comité a toujours été: tous ceux qui veulent soutenir Boualem le soutiennent. Le général de Gaulle, en 40, ne faisait pas la fine bouche. Il y avait des résistants maurassiens, il y avait des résistants communistes, il y avait des résistants chrétiens, il y avait des francs-maçons, il y avait, bref, quand les principes sont en cause, on ne fait pas le tri entre le bon grain et l'ivraie, parce qu'on était certain que Boualem Sansal lui-même ne ferait pas le tri. J'ai l'âge avancé pour avoir soutenu dans les années 70 les dissidents en URSS, les antifascistes d'Amérique du Sud, les combattants contre l'apartheid en Afrique du Sud. Dans ces cas-là, les principes sont au rendez-vous et on ne divise pas le rang de tous ceux qui veulent défendre les libertés. Mais c'est important, ce que tu dis parce que, d'abord c'est important parce que c'est un principe, c'est l'idée même du principe. Sinon, sinon c'est une opinion, c'est pas un principe. Heu, mais c'est qu'on est quand même accusés, certains, dont moi, toi, d'autres, d'être fascistes parce qu'on soutient Boualem Sansal. Ah là, c'est Absolument, c'est quand même. c'est la passion, mais c'est révélateur, on va peut-être en parler, du désarroi intellectuel, idéologique et politique de certains, mais d'abord intellectuel. Ils ne comprennent pas ce qui se passe et pour ne pas être déstabilisés, quitte à faire des erreurs d'analyse et de principe, ils ont besoin, d'avoir des figures du mal. Évidemment, si on les prive de l'idée que, il y aurait le fascisme l'emporterait en France, si on les prive de l'idée que, il faudrait pas donner des interviews, chez tel ou tel, ce qui était reproché par certains à Boualem Sansal, eh bien, tout leur monde s'effondre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les bonnes grilles d'analyse pour comprendre le chaos généré par le néolibéralisme et n'ont pas les bonnes grilles d'analyse pour comprendre
les recompositions politiques à l'œuvre dans tous les pays et c'est un peu, je dirais l'objet, de nos échanges réguliers ensemble, c'est d'essayer d'aller au fond des choses, ne pas en rester aux postures politiques et idéologiques, mais de comprendre les mouvements des peuples et une fois qu'on fait une analyse réaliste, juste ou la moins fausse possible, alors ensuite chacun, en fonction de ses valeurs, prend position. Mais en tout cas, mon travail essentiel, de professionnel, d'analyste indépendant et réaliste, c'est déjà de comprendre ce qui se passe et puis rarement me mobiliser en ce qui me concerne sur des grands principes et Boualem Sansal, à son corps défendant, mais en sachant très bien, ce qu'il faisait, a été emprisonné et là, au-delà de l'ami Boualem Sansal, quand les principes sont en jeu, même un analyste indépendant, se doit, de se mobiliser. Pardon, mon micro était coupé. Oui. Hier, c'était le 13 novembre, donc nous sommes le 14, commémoration des attentats islamistes à Paris. Qu'est-ce que tu as pensé des commémorations? J'ai été ému, quelqu'un de ma famille, il n'aime pas qu'on en parle, j'en dirai pas plus, mais a passé, sa nuit, au Bataclan à faire son devoir. J'ai été ému parce que je sais qu'au-delà des morts, des blessés, heu, de la peine des familles, des proches, il y a aussi les traumatismes. Ça a été, documenté maintenant, on le sait. Le Bataclan, notamment, mais les terrasses de café, mais aussi, le Stade de France, mais aussi l'Hyper mais aussi, Charlie Hebdo, mais aussi, avant, Toulouse, l'assassin terroriste islamiste Mohamed Merah. Ce sont des scènes de guerre qui touchent, des innocents et nous occidentaux, à juste titre, heureusement, nous sommes habitués ces dernières décennies à la paix, à la démocratie. On voit bien les horreurs en Ukraine, on voit bien les horreurs au Soudan, on voit bien les horreurs du 7 octobre et aussi, à Gaza et ailleurs dans d'autres pays. Mais, nous avons eu la chance d'être préservés de ça. Et puis, arrivent des gens qui ont déclaré la guerre, pas seulement à l'Occident, pas seulement, à l'Europe, aux États-Unis, mais au fond, ça a été dit, à la liberté, à la laïcité, à la possibilité de réfléchir, à la possibilité d'avoir une religion ou pas, à la possibilité de changer de religion, à la possibilité à l'intérieur d'une religion de faire une exégèse, de faire de l'herméneutique, de faire de la critique des textes, de l'interprétation des textes dans le monothéisme. Bref,
l'islamisme, le terrorisme islamiste, c'est un agenda théologico-politique qui a sa propre cohérence. Souvent, par culture, les idiots utiles ou les compagnons de route des islamistes, je pense d'abord à LFI, la France insoumise, au fond, pensent de façon irénique et paternaliste que les islamistes, c'est un legs du passé et ils se croient plus intelligents que tout le monde. C'était déjà le cas de ceux qui soutenaient Khomeini en 79. Khomeini au pouvoir s'est retourné contre tous ceux qui le soutenaient, dont le Parti communiste iranien, le Parti Toudé et Boualem Sansal, Kamel Daoud, Kamel Bencheikh et tant d'autres savent bien qu'en Algérie, les premières victimes des islamistes ont été les gens de gauche, les syndicalistes, les intellectuels, les laïcs. C'est d'abord les gens du progrès et les gens de gauche qui subissent. Et non, c'est une grande peine et colère que de voir, pour répondre à ta question, Georges, que la nouveauté 10 ans après les attentats, quelle est-elle? C'est qu'on a vu des élus soutenant les islamistes participer à des cérémonies officielles de commémoration des attentats. Les islamistes ont progressé en 10 ans, non seulement dans les quartiers, mais dans les institutions au travers de leurs relais, notamment la France insoumise, dont maintenant les liens sont tout à fait documentés, leur complaisance idéologique. La France insoumise a adopté, tu le sais, Georges, après la présidentielle de 2017, une orientation dite populiste de gauche, en fait communautariste, faisant l'alliance de tous les subalternes face au système, islamiste compris. Et donc, heu, naïvement, LFI pense tenir des islamistes dans un front des classes annexes pour reprendre les analyses post-Gramsciennes mal maîtrisées et tout à fait en cohérence avec l'intersectionnalisme gauchiste. Et ils pensent que, au fond, ils tiennent tout ça. Bon, dès maintenant, en certains endroits, la France insoumise commence à comprendre que les islamistes, dès qu'ils le peuvent, essayent de commencer à écarter les cadres de LFI. Et donc, pour répondre à ta question, en 10 ans, les islamistes ont progressé. Pourquoi ils progressent? Pas seulement parce que le sommet de l'État n'est pas ferme à l'égard des islamistes, c'est le cas. J'ai pas été très heureux d'entendre hier certains discours qui essayaient au fond de mettre ça sur un registre banalisant par rapport à la singularité de l'islamisme et du djihadisme. Il faut de la fermeté du sommet d'État
par rapport aux frères musulmans, par rapport aux salafistes, ce n'est pas le cas. Ne serait-ce que parce que leur relais, le Qatar, leur financeur, on l'a dit à propos d'un colloque au Collège de France, heureusement arrêté, pour non seulement parce qu'il y a des relais, non seulement parce que le sommet de l'État ne tient pas une ligne laïque ferme, mais pour quelque chose de plus profond qui n'est pas dit. Et j'insiste là-dessus. Même si le sommet de l'État luttait de façon efficace contre l'islamisme idéologique, qui est l'environnement permettant à des terroristes d'agir. Il faut distinguer évidemment les djihadistes des islamistes, mais c'est au fond affaire de désaccord tactique entre eux, mais pas de désaccord sur le but et l'établissement d'un califat en Europe. C'est dans leur tête. Le vrai sujet est pourquoi l'islamisme se développe en Europe. Pas seulement par l'arrivée de migrants non contrôlés, mais parce que nos démocraties sont en panne, la République française est en panne. Quel est le moteur de la République française? C'est de pouvoir construire un avenir commun pour tous nos enfants. Ce n'est pas le cas. Pourquoi ce n'est pas le cas? Parce que le moteur de cette capacité pour donner un avenir commun à tous nos enfants, même aux enfants intégrés de l'immigration, c'est la capacité de construire cet avenir commun au travers de disputes politiques communes. Quelle est la condition que les Français construisent leur avenir, ce n'est plus le cas depuis 30 ans? C'est la souveraineté nationale, c'est le fait d'être maître de son destin. Et la souveraineté nationale est la condition de la souveraineté populaire. Et donc, la panne de la République, qui ne doit pas être seulement un concept abstrait, sinon les islamistes et les autres ont beau jeu de dénoncer une hypocrisie entre les principes abstraits de la République et sa réalité. Donc, il n'y aura pas de réponse à l'islamisme, au radicalisme, si on ne remet pas en mouvement la démocratie en France, la République, dont la condition est la souveraineté nationale, qui est le support de la souveraineté populaire. Or, le sommet de l'État est encouragé dans les gouvernances de l'Union européenne où sur l'essentiel, les grandes politiques sont déterminées non pas par nos élus, elles sont déterminées par des instances dites indépendantes, néolibérales, post-nationales. Ça entraîne l'affaissement de nos démocraties, la possibilité de peser sur le cours des choses et le recours du religieux, de la loi de Dieu comme devant s'imposer à la loi des hommes, tant la loi des hommes peine à s'exprimer car elle est privée
par les marchés, la technique et les gouvernances néolibérales de l'Union européenne et d'autres organisations qui demeurent transnationales. Alors, cher Stéphane, je te lis quelques réactions. Il y en a qui te découvrent dans le fil, qui disent «Ah, Georges, vous avez le chic de nous offrir des gens exceptionnels et ce monsieur en fait partie». Donc, il y en a qui te découvrent. Alors, bon, heu, direct, franc, solide, fiable. Alors, les amis, en fait, Stéphane Rosès, heu, j'ai la chance de, je pense que je peux dire, c'est un ami, mais ça a d'abord été un maître à penser pour moi. Stéphane Roisel, je crois qu'il a fait, j'ai vérifié, il a fait la 7e interview, ici, au tout début de Fréquence Populaire, donc il a essuyé les plâtres, de ce média, et puis il a fait plusieurs interventions, mais surtout, pour ceux qui ne connaissaient pas, Stéphane Rosès a été, allez, l l'un des, si ce n'est le plus grand sondeur, et analyste de France. Plus, je crois que Stéphane, tu as formé à peu près tous les sondeurs qu'on connaît un petit peu sur la place publique. Et Stéphane Rosès avait été celui qui a eu le courage, en 2005, alors d'abord l'intelligence d'analyser que le non allait l'emporter au référendum sur le TCE, c'était le seul, et le courage, eh bien, de ne pas taire cette information et de la dire en l'expliquant. Et comme vous savez, et Stéphane avait raison. Et puis Stéphane est l'auteur. Je vous invite parce que vous voyez, là, tu nous as fait je crois que ça a tenu 15 minutes de démonstration articulée de plusieurs aspects, concepts, problématiques, tant nationales, géopolitiques, religieuses, en même temps, et tout s'articule de manière extrêmement intelligente. Je vous invite à lire son ouvrage de discussion avec Arnaud Benedetti, Chaos, essai sur les imaginaires. Ça permet d'avoir une clé fondamentale pour comprendre ce qui se passe. Et enfin, cher Stéphane, je voudrais rajouter ce que tu dis est fondamental, parce que moi, ce qui me tue avec ces soi-disant soutiens de l'islam, c'est qu'ils ne défendent pas les musulmans. Alors, certains, ils le voudraient, certains de bonne foi, et aimeraient défendre les musulmans, mais il semble oublier qu'une bonne partie des Algériens en France sont réfugiés à cause des années de plomb, et que les premières victimes, c'est ce que je rappelle dans l'article que j'ai sorti hier, sur le 13 novembre, les premières victimes de l'islam politique sont à 98% dans le monde des musulmans, dans des pays de culture ou de religion principalement musulmane. Absolument. Il y a des chrétiens d'Orient, il y a des Coptes, il y a il y a ceci et cela, il y a des Kurdes, mais il y a aussi, et puis, il y a des attentats qui se font ici, mais c'est un projet fasciste, et tu l'as très bien dit, moi je le rappelle à chaque fois. Le Hamas, en 2006-2007, élimine des centaines d'opposants de gauche, balance les homosexuels par, des toits des immeubles, et a éliminé des centaines de militants du Fatah, donc l'autre organisation, heu, palestinienne qui a assuré, historiquement le long combat. Heu et donc, on ne comprend pas très, très bien. C'est complètement illogique, de défendre soi-disant les droits des femmes, pas porter le voile à Téhéran, et de défendre, ici, le port du voile. Bon, on a Mais un vous esprit voyez, sévère. oui, Georges, heu, il y a chez les occidentaux et à gauche, une façon de voir le réel par le haut sans comprendre les peuples, leur singularité, les religions. Il y a vraiment une arrogance occidentale. C'est Et très néocolonial. Oui. voilà, LFI ne comprend pas à quel point, à la fois, ils sont incultes, ils ne connaissent rien aux théologies politiques, mais au fond, ils ont une attitude paternaliste. Les islamistes, par qui les côtoient, ne sont pas dupes de ce paternalisme. Ils me disent à demi-mot. Une islamiste a dit ainsi que sa plus belle prise de guerre avait été Jean-Luc Mélenchon.
Donc les islamistes qui sont intelligents, eux, ont leur agenda, ils, ils comprennent les raisons et les endroits où ils peuvent se mouvoir et les islamo-gauchistes font les mêmes erreurs que les Américains avec Ben Laden ou Netanyahou avec le Hamas. Ils utilisent les islamistes pour faire avancer leur cause et à un moment, quand les islamistes le décident, les islamistes se retournent contre leurs alliés momentanés du moment. Ben Laden, soutenu par les Américains en Afghanistan, se retourne quand il juge que les Américains n'ont pas à venir dans les terres d'islam. Netanyahou, qui a soutenu le Hamas, font alors le Hamas, ce n'est pas Netanyahou. Le Hamas aurait existé sans Netanyahou, mais Oui, bien sûr. Netanyahou, pour justifier de ne pas aller dans le sens des accords d'Oslo et des 2 États, a sans cesse favorisé le Hamas contre l'OLP pour pouvoir dire facilement: «Bah, vous voyez, on ne peut rien faire avec ces gens du Hamas et c'est eux nos interlocuteurs». Bon. Donc, si vous voulez, à l'intérieur même de l'islam, indépendamment des rivalités entre sunnites et chiites, il faut aider les musulmans des Lumières ou j'aime pas trop le terme musulman des Lumières, ça donne le sentiment que les Occidentaux veulent plaquer à l'islam ses critères. Mais Hem, il est possible d'être musulman et laïque en Europe, c'est possible. Heu, Ça fait maintenant 10 ans que j'échange avec des musulmans, des imams, heu, ainsi avec l'imam de Bordeaux, Tarif Oubrou. J'ai beaucoup échangé avec lui, j'ai animé une table ronde avec lui. Il y a longtemps, il était proche des frères musulmans. Il dit que ça n'est plus le cas. C'est un des rares imams des mosquées à être un vrai théologien. Il sait ce qu'est le Coran et comme moi-même, depuis ma prime jeunesse, je m'intéresse à l'œcuménisme et j'échange beaucoup avec des rabbins, des imams, des pasteurs, des curés, des moines. Je suis moi-même un catholique pratiquement régulier, mais je suis très laïque, très républicain. Oui, ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas, non, non, ça n'empêche pas. Je suis proche des moines bénédictins, mais je suis un grand laïque, un grand républicain. Je suis un défenseur intransigeant de la loi de 1905. Pourquoi? Parce que la laïcité, c'est pas essentiellement la loi de 1905. C'est quoi la laïcité? C'est depuis Rabelais, c'est depuis Voltaire, la possibilité pour faire France de pouvoir se moquer de tout, de n'importe qui et n'importe comment. C'est le théâtre de Molière, de Beaumarchais, c'est, au fond, Marivaux. Dans, dans le théâtre de Marivaux,
on voit, la servante se déguiser en comtesse et la comtesse se déguiser en servante dans les jeux de l'amour et du hasard. Mais c'est révolutionnaire. Bien avant la Révolution française, on est en train de dire que une servante pourrait être une comtesse et une comtesse une servante. Dans Rabelais, quand il se moque des moines que j'affectionne, c'est la France. La France, c'est un esprit critique qui dénaturalise les origines, les statuts, les classes, pour faire de Celtes, de Latins et de Germains des Français. Donc la laïcité puise ses racines non seulement dans la loi de 1905, non seulement à la Révolution française, mais même bien avant. La laïcité, c'est un type de socialité à la française. Et donc, c'est ce que j'explique quand je suis invité aux journées Samuel Paty et Dominique Bernard aux lycéens. Y compris, il y a des lycéens, heu, d'origine arabo-musulmane. Je leur dis: «La laïcité, ça ne date pas de la colonisation, ça ne date pas même de la Révolution française, ça date de, heu, la nuit des temps». C'est une façon d'être et de faire des Français pour s'assurer qu'on est français en se disputant sur un objet commun. Une jeune fille qui porte le voile agresse de loin les Français parce qu'elle dit aux Français dans leur inconscient collectif, avant même d'avoir discuté avec qui que ce soit, j'affiche de loin, sans m'être disputé avec vous, sans avoir conversé avec vous, qu'il y a en moi une part religieuse à laquelle je ne renoncerai pas, même dans une discussion. Donc il faut comprendre l'inconscient collectif des peuples. Chaque peuple est différent, chaque peuple a un type de socialité différent et les musulmans qui s'établissent en Europe et en France doivent comprendre où ils arrivent, mais pour ça, il faut leur expliquer. Or, on explique mal la laïcité en France, on explique mal la République en France et on explique mal, c'était mon propos de tout à l'heure, pourquoi la République et la société française est sont dans la situation actuelle. C'est parce que comme les autres peuples européens, nous sommes privés de la capacité de décider de ce qui nous concerne, la souveraineté nationale, et nous n'avons plus le contrôle sur nos gouvernants, c'est la souveraineté populaire. La France, à 55, a voté non au traité constitutionnel européen. Le traité de Lisbonne l'a repris dans ses grandes lignes 3 ans après. Heu le pays montre ses préférences lors d'élections et au pouvoir, assez rapidement, les gouvernants suivent les orientations qui n'ont pas été celles pour lesquelles ils ont été élus. Alors, oui, merci beaucoup, Stéphane. C'est une démonstration remarquable.
Je vois que le temps file et on a notre, le 3e sujet et là, tu as fait un énorme dossier, il me semble, dans le Marianne qui sort là, sur le nouveau maire de New York, monsieur Mamdani, qui a fait couler, beaucoup d'encre. Hem, et j'aimerais que tu nous en dises quelques mots, puis je vous invite à aller, regarder, C'est un entretien, oui, Georges, c'est un entretien qui va sortir sur le site de Marianne. Il est un peu volumineux et il faut que je sois honnête. Sur le moment, j'avais un peu suivi Mandani. Sur le moment, sur les réseaux sociaux, j'ai fait part d'analyses et puis pour préparer l'entretien, je me suis aperçu que les choses étaient plus compliquées. J'ai analysé les votes à New York, j'ai analysé les propos de Mandani, j'ai analysé son père qui a eu une grande influence sur lui, son parti, le Parti des socialistes démocrates d'Amérique, et je suis revenu à la singularité new-yorkaise. Et je me suis permis de dire, il y a un mondanisme. C'est-à-dire que le Mandani est une synthèse très singulière entre l'esprit des lieux new-yorkais, l'influence post-coloniale de son père, qui est un grand intellectuel de Columbia. Sa mère est une grande cinéaste indienne qui a fait Salam Bombay. Lui-même est socialiste américain et il se présente comme musulman et il, il a, je dirais, selon moi, une attitude, globalement, instable et dangereuse sur la question de l'islamisme. Alors, je voudrais résumer les choses rapidement, mais vous pourrez aller voir sur le site de Marianne. En un mot, New York, Mandani le dit, c'est une métropole de migrants depuis ses origines portuaires. C'est quoi New York, au fond? C'est un esprit des lieux cosmopolite, fait de migration. C'est un endroit restreint géographiquement où il y a plus d'une centaine de nationalités. Et que font des gens si divers dans un même espace? Ça fait de l'intelligence. La confrontation des cultures à New York, à Venise, à Paris, si longtemps, à l'intérieur d'un espace, ça fait de l'intelligence, de l'innovation. Et ce qui tient ensemble les New-Yorkais, c'est la mobilité sociale. Qu'est-ce qui se passe à New York et pourquoi Mondani l'emporte chez les démocrates contre le modéré Cuomo, soutenu à la fois par Trump et par Clinton. Pourquoi il l'emporte? Parce que, d'abord, la mobilité sociale s'arrête à New York. L'immobilier est prohibitif. De, les services, une pizza pour 2 personnes, ça avoisine 40 €. Un café, c'est 5 €. Les logements sont prohibitifs
Et C'est le malheur de beaucoup de métropoles occidentales, d'ailleurs. oui, mais on est à New York. On est à New York. Et donc il y a une singularité new-yorkaise. D'ailleurs, ils ne mettaient pas en avant le drapeau américain dans ces réunions publiques, mais le drapeau new-yorkais. Et donc, les catégories populaires et les classes moyennes se disent: «On ne va pas pouvoir rester à New York». Et donc, Mandani, socialiste, sur un programme de redistribution sociale, de gel d'éloignés, bref, un programme à l'européenne, l'emporte, mais ça cache une conception morale du social qui emprunte à son père. Son père théorise que en Occident, c'est comme dans les pays colonisés, il y a des minorités à statut. C'est une erreur, évidemment. La situation en Occident, en Amérique, n'a rien à voir avec les castes en Inde ou la situation post-coloniale en Afrique, mais son père a théorisé et transposé à l'Occident, aux minorités en Occident, la situation en Inde dont il est natif, plus les expériences en Afrique. Ils ont vécu longtemps en Ouganda. Et donc, ça fait une forme de wokisme très particulier, à la fois plus social que le wokisme, mais tout autant euh, intersectionnel, mais sous un angle plus moral, ce qui explique le désintérêt total, voire les silences et compromissions de Mandani sur le 11 septembre, l'islamisme, le Hamas. Donc le mondanisme, c'est un syncrétisme très particulier qui va avoir pour effet de relancer la guerre au sein du Parti démocrate. Après la victoire de Trump, était acquis que le wokisme avait une grande responsabilité dans la victoire de Trump, parce que Trump avait utilisé le wokisme pour revenir, lui, aux fondamentaux archaïques de l'imaginaire américain, mettant de côté les Amérindiens, les descendants des Slaves. Bon. Donc, en un mot, la gauche européenne et occidentale retient de Mandani le social pour les réalistes, les wokistes LFI retiennent la dimension wokiste et font avec les islamistes. Dans la réalité, je pense que Mondani, très intéressant, très singulier, très particulier, n'en demeure pas moins l'ennemi préféré de Trump, tant New York n'est pas les États-Unis, et tant son projet est un projet très éloigné du mouvement des peuples dans le monde, qui est de revenir à leur imaginaire national archaïque, là où Mandani, comme son père, pense que les nations, ce n'est pas le sujet, ce n'est plus le sujet, c'est la somme des minorités victimes
qui composent les nations. En cela, je pense que le père de Mandani et Mandani se trompent complètement sur le moment historique que nous connaissons avec le chaos généré par le néolibéralisme. Les peuples se replient, ils se replient sur leur nation et selon moi l'alternative est nation démocratique ou nationalisme, là où Mandani dit l'alternative c'est communautarisme ou nation. Très, très intéressant, vraiment, comme analyse. J'ai hâte de lire j'ai hâte de lire l'ensemble de, parce qu'encore une fois, je répète, pour ceux qui ne te connaissent pas, dans notre auditoire, tu as été, sûrement le plus grand, sondeur de France, analyste, reste toujours, conseiller beaucoup de présidents. Non, mais tu as une habitude, tu as ce talent de croiser les yeux, mais en même temps, qui est toujours très intéressant. Surtout insister non pas sur le fait que je serais un grand ou le plus grand. J'ai eu la chance d'être un qualitativiste, c'est-à-dire j'ai fait, à côté des sondages où il y a des chiffres, des des études dites qualitatives. C'est pour ça que j'ai travaillé pour 16 candidats à des présidentielles, 3 présidents de la République, et que j'ai pu voir et croire avant des chiffres qui montraient qui montraient des renversements de tendance. C'est parce qu'avant, j'avais fait des qualitatifs me permettant de comprendre avant les chiffres qui arriveraient après, même quand ils étaient sidérants. Et c'est pour ça qu'à 3 occasions, je me suis distingué de mes confrères sur des grands rendez-vous français. Et le hasard Et là, quel courage, tellement les autres sont conformistes. et c'est le hasard fait que CSA, que je dirigeais, publiait le plus de sondages et ils sont passés des jeunes intelligents travailleurs comme que j'ai recrutés et formés comme, Frédéric Dabi, Jérôme Fourchet, Jean-Daniel Lévy, Emmanuel Rivière, Bruno Chambard, Frédéric Michaud et le hasard fait que, heu, les 2/3 des sondeurs, réputés dans Paris, sont passés par CSA. Voilà, je peux mais ce qui importe surtout, c'est de comprendre que les études qualitatives où on fait parler les gens doivent être analysées pas seulement sur ce que disent les gens, mais pourquoi ils le disent. Et alors, ils accèdent à la fonction collective des peuples, ce que j'appelle les imaginaires des peuples, et alors on est amené à avoir une vision tout à fait différente que l'approche économiciste ou techniciste. Moi, j'ai une approche politico-culturelle, là où beaucoup d'analystes ont une approche par les chiffres, par l'économie, par la technique. Et merci de parler du livre. Dans le dernier numéro de la revue politique et parlementaire sur l'Occident, j'ai sorti un manifeste imaginariste et c'est l'occasion de dire le lancement d'une nouvelle revue, d'abord sur internet le 15
et ensuite sur papier, la nouvelle revue politique autour d'Arnaud Benedetti et de beaucoup de personnalités ou des contributions de qualité diverses visant à réarmer intellectuellement, moralement et politiquement tous ceux qui veulent défendre la République et la démocratie. Ça pourrait presque une conclusion, mais je voulais te poser une dernière question avant qu'on se quitte, même s'il est tard. Hem, est-ce que c'est pas un problème de souveraineté d'être à ce point passionné en négatif et ou en positif sur l'élection de Mamdani? Alors je parle pas de toi parce que tu as fait une analyse, mais on a certains ici, c'est comme si le sauveur, était venu du ciel et pour d'autres, c'est comme si Belzébuth était sorti. Mais comme ça se passe bon, New York, c'est un peu important, mais ça se passe aux États-Unis, c'est pas la France et ça a l'air tout ce qui se passe aux États-Unis, qu'on soit de gauche ou de droite, ça a l'air absolument fondamental pour nous pauvres Français qui n'arrivons pas à penser, de manière, je trouve, indépendante. Oui, c'est toujours un biais très français que de projeter sur les autres ce qu'on est. J'ai fait autocritique tout à l'heure. J'avais une idée de Mandani qui venait de ma connaissance un peu de New York, du wokisme et l'analyste que doit être le citoyen qui nous écoute ou même et l'analyse bien sûr, c'est toujours d'abord, avant de juger, avant de récupérer ou avant de critiquer, il faut d'abord toujours analyser les faits dans leur hein? Alors, ainsi j'avais une vision, Heu, en dans la campagne de Mandani et le personnage de Mandani, la personnalité de ses parents, heu, je me suis presque pris d'empathie pour Mandani. C'est nécessaire. Il faut avoir, pas forcément de l'empathie, mais il faut respecter la singularité des choses, hein. Quand j'étudie l'islamisme et les islamistes, j'ai aucune empathie, mais il faut rentrer à l'intérieur de la pensée des islamistes pour les comprendre. Bon, je ne réduis pas mon ami à l'islamisme ou à ses silences ou complaisances. Le mondanisme, c'est plus compliqué. C'est ce que j'ai découvert, mais voilà, on parle de l'Ukraine, on parle de la Russie. J'ai donné un entretien à une revue russe. Il faut comprendre l'imaginaire ukrainien qui date de l'occupation des catholiques polonais et qui a marqué l'orthodoxie de Kiev versus l'orthodoxie de Moscou. Si on avait compris l'imaginaire impérial russe, on aurait peut-être évité l'agression de la Russie sur l'Ukraine. Voilà, il faut comprendre les peuples pour éviter le pire. Et le pire, c'est euh, l'arrogance qu'a souvent l'Occident par universalisme. Moi, je suis universaliste, mais le danger, c'est de croire que les autres sont la définition exotique de ce que nous sommes. Non, Mandani n'est pas u- une définition exotique de la France. Et les Allemands ne sont pas des Français un peu disciplinés, ce sont des Allemands. Bon, et les Italiens ne sont pas des Français
en plus sympa et bon, chaque peuple a une singularité, chaque civilisation a une singularité et pour éviter le chaos, il faut permettre, il faut reciviliser la mondialisation en permettant à chaque peuple et civilisation à avancer selon ses propres critères et l'Occident a sa place, mais l'Occident ne doit pas être arrogant. L'Occident doit défendre ses valeurs, mais comprendre les autres civilisations et le dernier numéro, la RPP, sur l'Occident traite de cette question et j'y ai fait un autre papier qui s'intitule «Ce que le Sud global apprend à l'Occident». Comprendre comment fonctionne le Sud global permet, par effet miroir, de comprendre comment nous, occidentaux, nous fonctionnons. Donc, je suis un occidental, je suis un Français, nous n'avons pas à céder la place, mais nous devons être du côté de Montesquieu et pas du côté de Condorcet. Montesquieu dit: «La loi doit résulter des us et coutumes des peuples», là où Condorcet, ancêtre du néolibéralisme, dit: «La raison est la vérité une, la loi doit être la même pour tous les peuples». Non, non, non. Condorcet a tort. Il faut être occidental du côté de Montesquieu et non pas du côté du néolibéralisme qui prétend imposer la loi de marché, de la technique et du calcul numérique sur toute la planète. Eh bien, merci beaucoup, Stéphane. C'est remarquable. Nous aussi, sur Fréquence Populaire, on est d'abord d'accord avec toi. Ceux qui ne l'ont pas lu, je vous invite à lire cet article sur le Sud global. On l'a lu, on en a parlé ensemble, Stéphane. Voilà, nous sommes aussi avec toi et avec Montesquieu sur Fréquence Populaire. Tu parlais de la Russie. On avait invité ici Jean-Robert Ravio pour son logiciel impérial russe. Et c'est peut-être un des graves problèmes de nos dirigeants occidentaux, c'est qu'ils ont cette hubris, ils marchent avec Condorcet et comprennent fort peu les peuples. Encore une fois, je vous invite à lire pour ceux qui ne l'auraient pas fait, très très bon livre, très bon cadeau pour Noël qui approche, au cas où, Chaos, essai sur les imaginaires de Stéphane Rosès. Cette manière, comme tu as très bien décrite, d'aborder autrement les grands événements qui nous touchent tous, c'est remarquable. Ça fait partie des livres systémiques, donc des livres utiles, quel que soit le temps qui passe. Merci Stéphane. Merci à tous. Si vous avez aimé, vous êtes toujours là, n'oubliez pas de liker, de partager, de faire des commentaires sur cette discussion que nous avons eue. Bien évidemment, Stéphane, nous te réinvitons, tu es chez toi ici quand tu veux. Et bien, et vous pouvez aussi aller voir notre page, pardon, notre portail numérique, spop.media. Il y a juste à renseigner un email et vous pouvez lire énormément d'articles que nous écrivons ou nos contributeurs. Il y a des tribunes également, tout ça sans publicité. Bonne journée à tous et à très bientôt. Merci. Merci.